Bonjour, je me propose dans cet exposé de présenter des éléments de réflexion sur l'enseignement des mathématiques au secondaire en prenant en compte des résultats de la recherche. Recherche sur l'enseignement des mathématiques, mais aussi recherche sur les pratiques enseignantes et la formation des enseignants. J'aborderai notamment une question centrale pour l'apprentissage des élèves, l'enseignement de méthodes et la résolution d'exercices et de problèmes. L'enseignement de méthodes aussi pour la résolution d'exercices et de problèmes. Je le ferai en prenant l'exemple de la géométrie, et pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux d'Aline Robert, qui a beaucoup travaillé ces questions en tant que chercheur, mais aussi en tant que formateur. Tout d'abord, 3 références bibliographiques. Pour construire cet exposé, je me suis très largement inspiré de 2 ouvrages et d'un article. Une brochure de l'IREM d'Aix-Marseille, consultable en ligne tout d'abord, rédigée par le groupe de recherche à l'enseignement de la géométrie et qui présente de façon très détaillée, bien plus détaillée que je ne vais le faire dans cet exposé, une classification des exercices et des problèmes de géométrie que l'on peut ou que l'on doit proposer aux élèves durant leur scolarité. Deuxième référence, un ouvrage d'Aline Robert, destiné aux futurs professeurs de mathématiques préparant le CAPES de mathématiques en France, dont je vous recommande aussi la lecture. Il aborde notamment la question des cadres mathématiques et des méthodes associées à ces cadres, en prenant l'exemple de la géométrie. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants qui se destinent à l'enseignement, mais aussi aux professeurs en exercice. Enfin, troisième référence bibliographique, un article de recherche peut-être un peu plus difficile d'accès, qui expose une recherche menée en terminale C sur l'enseignement de la géométrie et l'enseignement de méthode. Je suivrai le plan suivant. Dans un premier temps, je présenterai des repères et des concepts de didactique des mathématiques qui sont à la base de la réflexion que je présente et qui la justifient. Dans un deuxième temps, afin d'illustrer mes propos, je présenterai 2 exemples de problèmes pouvant être proposés aux élèves. Le premier exemple illustre la notion de cadre et de changement de cadre et l'intérêt de cette notion. Le deuxième exemple propose un changement de point de vue pour l'élève. Dans un troisième temps, je présenterai rapidement une classification d'exercices et de problèmes de géométrie issus des travaux de l'IREM d'Aix-Marseille. Enfin, dans un quatrième temps, je présenterai, en m'appuyant sur l'exemple des problèmes d'incidence, un ensemble de méthodes possibles à mettre en œuvre pour résoudre ces exercices, méthodes associées au cadre mathématique susceptibles d'être convoquées par les exercices. Enfin, dans une conclusion rapide, je résumerai les exemples importants de cet exposé et les éléments qu'il me semble important de retenir. Quelques repères et quelques concepts de didactique des mathématiques. Régine Douady, dans ses recherches, a mis en évidence le double caractère outil et objet des concepts mathématiques. S'appuyant sur des travaux d'histoire des mathématiques, mais aussi sur l'observation de pratiques des mathématiciens, partageant l'idée, la conception problématique des mathématiques, à savoir que les concepts mathématiques sont construits comme des réponses à des problèmes, souvent des problèmes mathématiques, elle montre qu'un concept mathématique fonctionne comme un outil quand il permet de résoudre un problème. Ce fonctionnement pouvait être pour une part implicite. Quand le même concept fonctionne comme un objet, il est étudié comme un élément d'un corps scientifique socialement et scientifiquement reconnu. Il est alors étudié pour lui-même ou pour les relations qu'il entretient avec d'autres concepts mathématiques. Elle relève, d'autre part, qu'historiquement,
le concept fonctionne souvent comme un outil avant de fonctionner comme un objet. Régine Douady fait l'hypothèse que pour faciliter, pour provoquer, mais aussi pour justifier l'apprentissage des élèves, il peut être efficace de simuler dans l'enseignement son fonctionnement du mathématicien. Elle applique donc cette position épistémologique à l'enseignement en construisant des scénarios basés sur une dialectique outil-objet initialisée par l'aspect outil. Elle met en œuvre un schéma de type outil-objet-outil en proposant aux élèves de résoudre un ou des problèmes dont la solution nécessite la notion ou le concept visé par l'enseignant. Le concept est ensuite explicité et étudié pour lui-même. Il est défini, ses propriétés sont étudiées, il est inscrit dans un ensemble de savoirs constitués. Enfin, il est remobilisé pour résoudre des problèmes, voire même pour construire d'autres concepts. Cette dialectique outil-objet est associée aux notions de jeu et de changement de cadre. Dans un premier temps, nous dirons qu'un cadre est une branche ou un domaine des mathématiques dans lequel le sujet, élève, professeur ou mathématicien va pouvoir aborder certains de ces problèmes avec les notions et les méthodes propres à ce cadre. Nous verrons dans la diapositive qui suit des exemples de cadres. Changer de cadre est une pratique courante du mathématicien. Effectuer un changement de cadre revient à transformer, à transporter le problème d'un cadre à un autre, pour lequel le sujet, comme je l'ai déjà dit, dispose d'outils de résolution. Cela revient souvent à transformer l'énoncé du problème. Nous présenterons des exemples dans la suite de cet exposé. Aline Robert et Janine Rogalski proposent une théorie didactique, la double approche didactique et ergonomique. Cette théorie s'inscrit dans le prolongement de la théorie de l'activité développée en psychologie cognitive et en ergonomie, psychologie du travail. Les travaux d'Aline Robert, de Janine Rogalski, mais aussi de leur équipe, qui regroupe plusieurs chercheurs, contribuent à l'analyse de ces pratiques enseignantes et à leur enrichissement. Ils portent sur des analyses de pratiques enseignantes existantes, sur des modélisations, sur des recherches sur la formation de ces pratiques. Ils débouchent sur des pistes pour enrichir la formation des professeurs. C'est le cas notamment de l'ouvrage que j'ai cité en référence. En particulier, les travaux d'Aline Robert ont mis en évidence l'importance pour les apprentissages des élèves et des étudiants d'un enseignement de méthode. Cet enseignement, qualifié de méta dans de nombreux articles et ouvrages, reprend l'idée de cadre et de méthode associée à ces cadres. Aline Robert identifie aussi des changements de point de vue nécessaires pour que l'élève puisse résoudre un exercice. Pour elle, une méthode ne se réduit pas à un algorithme ni à une recette. C'est un procédé de résolution applicable à un ensemble de problèmes. Elle est donc plus générale qu'un algorithme. Une méthode ne se réduit pas non plus à des automatismes, mais est susceptible d'être adaptée en fonction du problème. En général, la méthode est nécessaire pour débuter une résolution. Cadre, jeu de cadre et méthode sont étroitement liés. Ce sont des objets d'enseignement qui nécessitent des explicitations, des exposés et des allers-retours entre application et réflexion. Leur enseignement est souvent minoré par les professeurs. C'est notamment le cas pour les cadres et les changements de cadre. Je disais tout à l'heure que j'allais présenter des cadres intervenant dans la constitution de la géométrie. Les voici.
on peut distinguer trois cadres. Le cadre numérique ou analytique, que nous associons à des méthodes numériques. On se place dans le plan ou l'espace muni d'un repère affine ou euclidien. On remplace le problème géométrique par un problème algébrique. On peut alors travailler dans des ensembles de nombres réels ou nombres complexes, et prendre en compte des caractéristiques liées à des mesures. Le cadre vectoriel lui-même est associé à des méthodes vectorielles. Il s'agit alors de travailler avec des objets vectoriels, des vecteurs ou des relations vectorielles. Le cadre affine et les méthodes ponctuelles. On se place dans un espace affine, on travaille alors des objets de cet espace, des points, des droites, des plans, des configurations ou des transformations. Notons à ce propos que Aline Robert distingue deux types de méthodes ponctuelles. Les méthodes ponctuelles statiques, qui mobilisent davantage des configurations, et les méthodes ponctuelles dynamiques, qui mobilisent des transformations. Si on évoque les cadres et les changements de cadre, il faut se poser la question des outils permettant ces changements. Ils existent. Citons à titre d'exemple le produit scalaire qui permet de faire correspondre les cadres vectoriels et numériques, le barycentre qui permet de définir un point par une relation vectorielle et fait ainsi correspondre cadre affine ponctuel et cadre vectoriel. Nous verrons des exemples de cadres et de changements de cadre dans la suite. Abordons maintenant le dernier point de cette partie, l'analyse a priori. L'analyse a priori est un outil indispensable pour le professeur, car elle lui permet de prévoir au moins en partie ce qui va se passer dans la classe, d'adapter en fonction son intervention en direction soit du collectif classe, soit d'un élève en particulier, et notamment d'apporter à ceci ou à celui-ci les aides qu'il juge nécessaires en fonction des difficultés qu'il a priori définies. Elle permet aussi d'envisager les méthodes adaptées aux problèmes posés et susceptibles d'être mobilisées par les élèves, ou des méthodes que l'enseignant explicitera. J'ai souvent l'habitude de dire que cette analyse a priori peut se décomposer pour le professeur en trois moments. Un premier moment où le professeur travaille en tant qu'expert de sa discipline et envisage les différentes solutions possibles aux problèmes. Il détermine les notions, les cadres et les méthodes associées. On peut dire qu'il résout à son niveau et en tant qu'expert le problème posé aux élèves. Suit un deuxième moment de travail, un travail didactique. Il s'agit alors pour lui, le professeur, d'envisager ce qu'un élève donné, dans un état de connaissance donné, peut produire et de mesurer l'écart entre cette production et la production attendue ou visée. Un troisième moment, enfin, sera consacré à prévoir le cours. Le professeur fixe les cadres, arrête le scénario d'enseignement, détermine les variables et les méthodes à développer, et ceci en fonction des deux premières étapes. Pour terminer cette première partie d'exposé, je rappelle ou je donne la définition de ce que les didacticiens des mathématiques appellent variable d'une situation. C'est en fait tout ce qui peut changer dans la situation, ce qui peut changer dans l'énoncé du problème sans changer le problème lui-même. Une variable sera alors dite didactique si un changement de valeur entraîne des changements dans les productions des élèves.
Je vais maintenant présenter deux exemples de problèmes afin d'illustrer un changement de cadre pour le premier et un changement de point de vue pour le second. Ce sera pour nous l'occasion d'analyser les énoncés proposés et de comprendre comment sont suscités ces changements de cadre et ces changements de point de vue. Ces exemples sont tirés de l'ouvrage d'Aline Robert déjà cité. Elle y présente plusieurs exercices sur cette question. Pour ma part, je me suis limité pour cet exposé à deux d'entre eux et à certaines des questions des énoncés. Le premier exemple, il s'agit d'un exercice organisant par une suite de questions un changement de cadre pour l'élève qui doit le résoudre. Il s'agit de passer d'un cadre numérique ou analytique à un cadre géométrique affine ponctuel. C'est donc l'exposé et la suite des questions qui conduit l'élève à effectuer ce changement de cadre. Alors, l'énoncé du problème. Soit A1, A2, A3, A4, quatre nombres réels donnés. On demande de résoudre le système de quatre équations suivantes, S1, où x1 plus x2 égale 2a1, 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 x2 plus x3 égale 2a2, x3 plus x4 égale 2a3, et enfin x4 plus x1 égale 2a4. Deuxième question. Soit AI et BI, avec I variant de 1 à 4, 8 nombres réels donnés. On demande de résoudre simultanément les deux systèmes de quatre équations suivants. x1 plus x2 égale 2a1, x2 plus x3 égale 2a2, x3 plus x4 égale 2a3, x4 plus x1 égale 2a4, c'est-à-dire le système S1, et le système S2, y1 plus y2 égale 2b1, y2 plus y3 égale 2b2, y3 plus y4 égale 2b3, et y4 plus y1 égale 2b4. Dans une deuxième partie de cette question, on demande à l'élève d'interpréter géométriquement ce résultat en traduisant les points AI, I compris entre 1 et 4, de coordonnées AI, BI, et les points MI, I variant de 1 à 4, de coordonnées XI, YI, comme pouvant être en fait les correspondants géométriques des solutions numériques présentées ci-avant. On demande ensuite de démontrer géométriquement le résultat obtenu analytiquement. On pourra, dit l'énoncé, utiliser deux méthodes, une appelant une configuration, l'autre appelant des transformations. Donnons des éléments de correction de ces différentes questions et essayons d'analyser l'activité suscitée chez l'élève par la résolution de ces tâches. Première question. On montre aisément que le système S1 est équivalent à un système dont une équation est 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 égale 0. On sait alors, c'est un résultat connu, que si cette condition n'est pas vérifiée, le système n'admet pas de solution. Par contre, si la condition est vérifiée, alors le système admet une infinité de solutions, xi, I variant de 1 à 4, que l'on obtient en fixant arbitrairement l'un des xi, les trois autres éléments du quadruplet dépendant de celui-ci. Deuxième question maintenant, résolution du système déjà. On applique la méthode précédente pour résoudre simultanément les deux systèmes S1 et S2. On sait donc que si 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 est différent de 0, ou si 2B1 moins 2B2 plus 2B3 moins 2B4 est différent de 0, il n'y a pas de solution vérifiant le système. Par contre, si 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 égale 0, et si 2B1 moins 2B2
plus 2b3 moins 2b4 égale 0, alors le système admet une infinité de solutions constituées des couples xi, yi définis paramétriquement en fixant un des couples xi, yi. Passons maintenant à l'interprétation géométrique demandée dans la deuxième question. Comme l'énoncé le suggère, considérons donc les points grand AI, i variant entre 1 et 4, de coordonnées petit ai, petit bi, i variant de 1 à 4. Les solutions xi, yi, si elles existent, vérifient les relations pour i variant de 1 à 4, AIBI est égal à xi plus 1 sur 2, yi plus yi plus 1 sur 2, avec évidemment x5, y5 égale x1, y1. Donc, si on reprend ce qui a été démontré dans la première partie de la question, si 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 est différent de 0, ou si 2B1 moins 2B2 plus 2B3 moins 2B4 est différent de 0, il n'y a pas de solution vérifiant le système. Et il n'existe pas de quadrilatère M1, M2, M3, M4 de coordonnées xi, yi, dont les points donnés AI, i variant de 1 à 4, de coordonnées AI, bi, soient les milieux des côtés. Par contre, si 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 est égal à 0, et si 2B1 moins 2B2 plus 2B3 moins 2B4 est égal à 0, alors il existe une infinité de ces quadrilatères dont les points MI de coordonnées xi, yi avec i variant de 1 à 4, solution des systèmes, sont alors les coordonnées des extrémités des segments MI plus 1, MI, dont on connaît les milieux AI pour i toujours variant de 1 à 4. Essayons de traduire maintenant la condition d'existence des solutions. La condition 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 égale 0 et 2B1 plus 2B3 moins 2B4 égale 0 équivaut à A2 moins A1 égale A4 moins A3 et B2 moins B1 égale B4 moins B3. Elle s'interprète vectoriellement en considérant les vecteurs A1, A2 et A4, A3. Ces vecteurs sont collinaires et donc A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme. Et il y a alors une infinité aussi de solutions possibles que l'on détermine en déterminant un sommet, les autres étant déterminés par cette donnée. Alors, intéressons-nous maintenant à la troisième question. On nous demande de résoudre géométriquement le problème résolu de façon analytique à la question 2. Il nous faut transformer l'énoncé initial. Celui-ci devient, étant donné 4 points A1, A2, A3, A4, existe-t-il 4 points M1, M2, M3, M4 tels que les points AI avec I variant de 1 à 4 soient les milieux respectifs des segments MI, MI plus 1 avec M5 égale M1 et I variant de 1 à 4 toujours. La configuration de cette question est celle du quadrilatère joignant les milieux d'un quadrilatère quelconque. On sait, depuis le premier cycle du second degré, que dans un quadrilatère quelconque, le quadrilatère qui joint les milieux respectifs des segments est un parallélogramme. Donc, si A1, A2, A3, A4 n'est pas un parallélogramme, le problème est impossible. Par contre, si A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme, on construit une solution M1, M2, M3, M4 en construisant MI plus 1 comme étant le symétrique par rapport à MI, par rapport à AI de MI.
Alors, si on prend un point M1 quelconque, on définit alors les sommets systématiquement M2, M3, M4 comme les symétriques des points par rapport au milieu des segments. On a alors le point MI plus 1 qui est le symétrique du point MI par rapport à AI avec I compris entre 1 et 4. Il reste toutefois à vérifier que le symétrique de M4 par rapport à A4 est bien M1. C'est à cette étape qu'intervient le choix de méthode. Distinguons donc les méthodes statiques et les méthodes dynamiques. La méthode statique tout d'abord. On considère la configuration des milieux dans un triangle, des milieux des côtés d'un triangle, et on l'applique au triangle M1, M2, M3. A1 et A2 étant les milieux respectifs des segments M1, M2 et M2, M3, on a l'égalité vectorielle A1, A2 égale 1 demi de M1, M3. Dans le triangle M1, M3, M4, comme A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme, on a vecteur A1, A2 égale vecteur A4, A3, et donc vecteur A4, A3 est égal à 1 demi de M1, M3 en vecteur. Cette dernière relation vectorielle, dans le triangle M1, M3, M4, implique que A4 est le milieu de M1, M4, et donc que M1 est le symétrique de M4. Donc, M1 est confondu avec M5. Passons maintenant à la méthode dynamique. Appelons SI la symétrie de centre AI avec I variant de 1 à 4. AI, milieu de MI, MI plus 1 en segment, équivaut à MI plus 1 égale SI de MI. Et compte tenu de la construction des points MI quand I varie de 1 à 4, nous pouvons écrire que S4 de M4 est égal à S4 rond S3 de M3, est égal à S4 rond S3 rond S2 de M2, est égal à S4 rond S3 rond S2 rond S1 de M1, est égal à M1. Et ceci est vérifié si et seulement si S4 rond S3 rond S2 rond S1 est égal à l'identité. On vérifie rapidement que c'est effectivement le cas. En effet, S4 rond S3 rond S2 rond S1, c'est égal à la translation de vecteur 2 en 1 à 2 composée avec la translation de vecteur 2 à 3 à 4. C'est donc la translation de vecteur 2 A1 plus A1 A2 plus A3 A4. C'est donc, comme A1 A2 est égal à moins A3 A4 en vecteur, la translation de vecteur nul. C'est donc l'identité. Ce qu'il nous fallait démontrer. Alors, revenons sur cet exposé de la solution de cet exercice. L'exercice sollicite un changement de cadre pour réaliser les différentes tâches demandées. L'énoncé ne considère pas que l'élève possède les connaissances suffisamment disponibles pour l'effectuer seul. C'est pourtant une compétence qu'il doit acquérir. On peut penser que l'énoncé cherche à établir d'ailleurs chez l'élève cette compétence. Si la deuxième partie de la question 2 et la question 3 stipulent qu'il s'agit d'une nouvelle interprétation et de nouvelles démonstrations, le changement de cadre peut rester implicite pour certains élèves. Il est donc important que le professeur explicite et identifie les différentes étapes de la solution pour que la démarche visée soit identifiée et comprise des élèves. Ceci est d'autant plus important que souvent les élèves, pour cet exercice, peuvent par exemple oublier de démontrer que M5 égale M1 comme nous l'avons fait. Notons que souvent,
Les exercices des manuels se contentent de demander au mieux plusieurs méthodes pour démontrer un même résultat, et ceci sans expliciter finalement l'objectif caché de cette demande, amener les élèves à savoir changer de cadre. Cela nécessite, pour être perçu des élèves, un enseignement plus explicite de méthode et une identification des changements de cadre et des changements de point de vue, comme on le verra dans l'exercice suivant. Examinons maintenant un deuxième exemple, tiré là aussi de l'ouvrage d'Aline Robert. Il s'agit ici non seulement d'illustrer un changement de cadre, mais aussi d'illustrer un changement de point de vue, c'est-à-dire une autre manière de considérer le problème à résoudre, une autre manière de lire et de traduire l'énoncé. Alors, cet exercice demande de penser autrement l'orthocentre. Celui-ci est souvent défini comme point d'intersection des hauteurs, définition qui se situe dans un cadre ponctuel. Mais par contre, l'exercice, lui, demande de vérifier une relation vectorielle OH égale OA plus OB plus OC. L'élève doit donc penser l'orthocentre comme vérifiant une relation vectorielle et donc passer d'un cadre affine, cadre ponctuel, à un cadre vectoriel. C'est bien ce que Régine Douady appelle un jeu de cadres. La nécessité de ce passage peut être suggérée par le professeur, mais l'élève doit apprendre à le trouver lui-même, à le percevoir. L'énoncé ici ne le suggère pas, contrairement à l'exemple que nous avons vu précédemment. Ce changement de cadre s'accompagne d'un changement de point de vue. Il s'agit de partir de la relation vectorielle et donc de transformer l'énoncé pour l'élève. L'énoncé initial demande de vérifier que l'orthocentre H vérifie la propriété ci-dessus. Le nouvel énoncé demande de démontrer qu'un point M vérifiant la propriété ci-dessus est bien l'orthocentre du triangle. Ce changement de point de vue permet de commencer la résolution. Rapidement, voici des étapes de cette résolution. Le changement de point de vue effectué, la solution revient à démontrer que les droites AM et BM sont respectivement les hauteurs par un procédé vectoriel des côtés sur lesquels elles sont abaissées. Pour montrer que AM est la hauteur issue de A, il suffit de montrer que la droite AM est parallèle à la médiatrice de BC. Et pour cela, on peut introduire le point I, intersection de la médiatrice de BC, avec le côté BC. M vérifiant OM égale OA plus OB plus OC en vecteur. En décomposant OM, on a vecteur OA plus vecteur AM est égal à OA plus OB plus OC. Donc, vecteur AM est égal à vecteur OB plus OC. Comme on peut aussi décomposer AM, on a AM égale OI plus IB plus OI plus IC en décomposant OB et OC en faisant intervenir le point I. Donc AM est égal à 2OI en vecteur. La droite AM est donc parallèle à la droite OI, médiatrice du côté BC. Donc AM est perpendiculaire à la droite BC, c'est donc la hauteur ici de A. On démontre évidemment de la même façon que BM est la hauteur issue de B sur le segment, sur le côté AC. M, point d'intersection des droites AM et BM, vérifie la propriété recherchée et est confondu avec H, l'orthocentre. Là encore, changer de cadre comme changer de point de vue ne va pas de soi pour les élèves. Cela demande que le professeur l'explicite, le mette en évidence, en attirant notamment l'attention de l'élève sur les changements d'énoncés qui les accompagnent. Abordons maintenant la troisième partie de cet exposé et donnons une classification des problèmes de géométrie.
Celle-ci a été élaborée à l'IREM d'Aix-Marseille par le groupe de recherche sur l'enseignement de la géométrie. Elle est détaillée, je l'ai déjà précisé, dans une brochure que l'on peut trouver en ligne. Et ici, dans cet exposé, nous nous contenterons de lister les différents types de problèmes en précisant certaines caractéristiques et nous renvoyons l'auditeur à la lecture de la brochure. Les auteurs donc de cette brochure listent 5 grandes catégories de problèmes: les problèmes d'incidence, les problèmes de lieux géométriques, les problèmes de construction géométrique, les problèmes liés aux transformations et les problèmes de recherche de mesures optimales liés à des configurations. Caractérisons rapidement ces problèmes et ces catégories. Les problèmes d'incidence, tout d'abord. Ce sont les plus fréquents dans la scolarité. Ce terme désigne l'étude des figures ou de configurations. Cette catégorie comporte notamment les sous-catégories suivantes. On peut parler de problèmes d'alignement, de problèmes de coplanarité, de problèmes de parallélisme, de problèmes de concours, de problèmes d'orthogonalité, de problèmes de cocyclicité ou enfin de problèmes qui cherchent à déterminer des mesures liées à des figures: distance, angle, aire et volume. Les problèmes de lieux géométriques maintenant. Ce sont des problèmes souvent plus difficiles que les précédents. En effet, il s'agit de trouver un ensemble de points définis par certaines conditions. Il faut toujours que l'élève se pose la question de la réciproque, et de plus, une difficulté supplémentaire peut résider dans certains exercices où finalement les conditions ne permettent pas toujours de s'inspirer de tracés qui peuvent être produits directement à partir de l'énoncé. Les problèmes maintenant de construction géométrique. Ce sont souvent, là encore, des problèmes encore plus délicats. En effet, il s'agit de trouver s'il existe des figures vérifiant des conditions données, et si oui, combien et à quelles conditions. Ces questions d'existence et d'unicité sont peu travaillées, peu traitées dans les classes de collège et dans certaines classes de lycée en France. Les problèmes liés aux transformations. Ce sont des problèmes portant sur des études de transformation. Il peut s'agir d'établir des propriétés de celles-ci, notamment de conservation, d'étudier des effets sur des configurations ou des mesures, de rechercher des transformations définies de manière diverse, ou bien encore de composer ou décomposer des transformations. Dernière catégorie de problèmes, les problèmes de recherche de mesures optimales liées à des configurations. Il s'agit ici d'une catégorie un peu particulière. En effet, les questions de recherche des schémas sont souvent traitées par des techniques d'analyse ou d'algèbre. Rarement, plus rarement, disons, par des procédés géométriques. Toutefois, le groupe d'Aix-Marseille les a regroupés dans une catégorie spécifique. Ils peuvent, par exemple, proposer son inégalité triangulaire et ou la conservation des mesures par isométrie. Abordons maintenant la dernière partie de cet exposé et présentons un ensemble de méthodes qui peuvent être mobilisées pour résoudre un problème de géométrie. Nous allons illustrer notre propos en prenant un exemple particulier, celui des problèmes d'alignement. Vous pourrez consulter les références bibliographiques que j'ai déjà données pour trouver d'autres exemples, notamment ceux d'Aline Robert, l'ouvrage d'Aline Robert, qui propose beaucoup d'exemples de méthodes pour résoudre des exercices. Alors tout d'abord, des remarques d'ordre général. Reprenant le travail de classification des types de problèmes,
Aline Robert et son équipe ont montré que l'on pouvait identifier des méthodes de résolution associées à ces catégories de problèmes. Elle fait ainsi le lien entre cadre, type de problème et méthode de résolution. En reprenant la catégorisation de méthodes déjà explicitée précédemment, nous allons présenter quelques méthodes concernant un type de problème particulier, comme je l'ai déjà dit, l'alignement de 3 points. Proposons donc l'exemple des problèmes d'alignement et proposons-nous de démontrer dans le plan ou dans l'espace que 3 points A, B et C sont alignés. La question posée est donc comment démontrer que 3 points sont alignés. On peut identifier beaucoup de méthodes qui dépendent d'un problème particulier, mais ces méthodes ont aussi un caractère générique. Tout d'abord, précisons que si l'alignement est un problème qui relève de la géométrie affine, cadre ponctuel, le sujet peut être amené à mobiliser des outils de la géométrie euclidienne. Dans une première approche, et en reprenant ce que nous avons dit dans la première partie de cet exposé, on peut classer les méthodes selon les cadres usuels de la géométrie, où elles pourront être utilisées. On distinguera ainsi les méthodes analytiques et numériques, qui vont utiliser des nombres réels ou complexes, ou les mesures dans un cadre numérique, les méthodes vectorielles, les méthodes ponctuelles, et parmi ces dernières, nous distinguerons les méthodes statiques et les méthodes dynamiques. Les méthodes numériques tout d'abord. Le travail se fait dans le plan muni d'un repère affine ou euclidien qui transforme le problème géométrique en un problème arithmétique ou algébrique. Il peut s'agir de montrer que les points vérifient une même équation de droite ou de deux équations indépendantes dans l'espace, ou bien encore de traduire la propriété des alignements des points ABC en se ramenant au plan des complexes, et si on considère les affixes A, B et C des points A, grand A, grand B, grand C, on peut être amené à montrer que le rapport A-B sur A-C est réel, ou encore que la partie imaginaire de ce nombre est nulle, ou encore que ce nombre est égal à son conjugué. On peut aussi recourir à des caractérisations numériques liées aux mesures. Là, on est dans la géométrie euclidienne. Par exemple, montrer que l'angle ABAC est nul à pi près, ou encore que les points ABC vérifient une égalité relevant de l'inégalité triangulaire, quand on considère le triangle ABC. Les méthodes vectorielles maintenant. Pour démontrer que ABC sont alignés, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et ceci, on peut le faire soit en travaillant sur les coordonnées, c'est une méthode numérique, soit en calculant le déterminant, c'est encore une méthode numérique, soit en utilisant des propriétés vectorielles, et ceci selon le contexte du problème, par exemple traduction vectorielle d'une configuration de type parallélogramme, soit encore on peut vérifier vectoriellement que l'un des 3 points est barycentre des 2 autres. Passons maintenant aux méthodes statiques, ponctuelles, et aux méthodes dynamiques ponctuelles. C'est-à-dire, examinons les méthodes ponctuelles. Notons qu'en général, le problème relève de la géométrie plane. On peut reconnaître une droite particulière qui passe par les points A, B et C, par exemple une droite de Simpson ou la droite de l'aire d'un triangle, etc. On peut reconnaître que les points appartiennent à un même lieu géométrique ou à une même ligne de niveau. Ici, en l'occurrence, il faut que ce soit une droite. On peut vérifier que les 3 points ont même puissance par rapport à 2 cercles donnés, et donc appartiennent à l'axe radical des 2 cercles. Ou bien encore, on peut montrer que les 3 points sont les 3 projetés des foyers d'une parabole sur 3 tangentes à cette parabole, et sont donc alignés sur la tangente au sommet de cette parabole.
Dans l'espace, on peut montrer que les 3 points appartiennent à la droite d'intersection des 2 plans distincts. Terminons par les méthodes ponctuelles dynamiques. On peut chercher une transformation affine. Elle vérifie la propriété de conservation de l'alignement, qui par exemple transforme les 3 points donnés en 3 points alignés, ou qui transforme les 3 points alignés en ces 3 points. On peut aussi chercher à utiliser d'autres types de transformations. Par exemple, est-ce que les 3 points jouent le rôle de centre d'homothétie et de point homologue de celle-ci? Ou bien encore, est-ce que ces 3 points sont les centres de 3 homothéties dont l'une d'elles est composée des 2 autres? En conclusion, nous rappellerons les éléments qui nous semblent importants de retenir dans cet exposé. Les changements de grade sont courants dans la pratique des mathématiciens et dans la pratique des mathématiques. Ils doivent donc être identifiés et explicités par le professeur, car ce n'est pas une notion que les élèves peuvent apprendre aussi facilement qu'on le croit. Les techniques de changement de grade peuvent rester parfaitement implicites pour eux. Des exercices dont la résolution nécessite des changements de grade doivent donc être proposés en nombre suffisant pour que cette pratique devienne aussi une pratique des élèves. Des méthodes, nous l'avons vu, sont associées aux différents cadres. Elles doivent elles aussi être identifiées et explicitées par le professeur. La résolution de certains exercices nécessite des changements de point de vue, nous l'avons vu sur un exemple, qui s'accompagnent souvent d'une transformation de l'énoncé ou d'une autre façon de le lire. Là aussi, il y a un effort d'explicitation et de fréquentation de ce type de situation. Le professeur pourra donc penser le choix des exercices et des problèmes qu'il va proposer à ses élèves en prenant en compte à la fois les savoirs en jeu, leur caractère emblématique et les méthodes mobilisées. Merci pour votre attention.